Merci Umberto, bravo. Toujours un travail, puisque tu as tout écrit, tout préparé comme d'habitude. On reconnaît le grand professionnel. Euh, je vais laisser à nos amis le soin de te poser des questions, mais est-ce que tu as encore un peu d'optimisme ou pas par rapport à tout ça? Hein? Le citoyen Umberto Triolzi, est-ce qu'il pense qu'on peut quand même arriver, par rapport à ce que tu as pu indiquer, à s'en sortir d'une manière ou d'une autre? Moi, je suis sûr. Oui, donc la réponse est, il y a encore de l'optimisme. Il faut qu'on reste motivé. Mais Bon, non, mais je, non, non. je t'en prie. Je crois qu'il y a Henri qui voulait intervenir. Et bon, j'étais le premier. Je pense que Bruno va intervenir en écho. Bravo, félicitations Umberto, c'est magnifique. Et moi, comme toi, comme nous tous, nous avons toujours plein d'espoir, je crois. Nous avons l'Europe chevillée au corps et au cœur. Et nous n'abandonnerons jamais. Et ce que tu proposes là, c'est exactement, c'est exactement, à mon avis, ce qu'il faudrait faire. Félicitations pour cette clairvoyance. En fait, ce que tu dis là, c'est revenir à la méthode Monnet. Ah, C'est revenir à la méthode communautaire que nos dirigeants, compris ceux du collège de la Commission européenne, qui semblent d'ailleurs ne plus trop savoir qui était Monnet et qui était Schuman, sauf pour les citer sans vraiment savoir ce qu'ils ont fait, c'est effectivement cela. Prendre des sujets concrets, d'intérêt général pour tous les pays européens, ne pas mettre le doigt sur les divisions. Parce qu'on voit von der Leyen, ils mettent les doigts sur les divisions, les différentes conceptions entre polonais, hongrois, italiens, français, sur, je sais pas, le mariage gay ou je ne sais quoi. C'est pas ça le sujet de la construction européenne. Le sujet de la construction européenne, c'est trouver des thèmes d'intérêt général qui unissent les Européens, qui ne les divisent pas. Nous n'avons pas d'ennemis. Il y a en Europe les Européens qui y croient et ceux qu'il faut convaincre d'y croire. Et trouver des sujets qui sont pas, bien sûr, c'est plus le charbon et l'acier comme en 1950, mais c'est, tu en as cité, à mon sens, j'ajouterais le spatial, l'espace. L'espace, c'est la nouvelle technologie de demain. C'est là où se prépare notre avenir. C'est l'intelligence artificielle, dans laquelle il faut effectivement des champions européens. C'est la santé avec les nouvelles méthodes, je dirais, qui font appel aux neurosciences pour redéfinir la lutte contre les maladies, contre le cancer et autres. Ce sont les énergies nouvelles, bien entendu, les technologies de l'information, tous ces domaines, on pourrait en citer, sur lesquels l'Europe a perdu pied parce qu'il n'y a plus de véritable coopération. Et pour cette coopération, on n'a pas besoin de fonctionnaires à Bruxelles en nombre important, on n'a pas besoin de gens qui s'agitent au niveau politique et parlent de valeurs ou je ne sais quoi. On a besoin de gens qui concrètement, secteur privé, secteur public, université, travaillent ensemble, la main dans la main, et bâtissent des projets avec une méthode pas à pas, la méthode Monnet, revisitée en 2025 avec les priorités du moment. Et comme ça, on bâtira une Europe. Et comme tu l'as très bien dit, on s'en fiche si les entreprises, les États sont dans le 27 ou à côté, ou les Suisses ou tel pays. Ce qui compte, c'est d'avancer et d'oublier les querelles institutionnelles qui nous font perdre des années. On ne s'en sortira pas si on discute de majorité qualifiée, pas majorité et compagnie. On en discute déjà depuis 40 ans et on n'avance pas. Donc il faut enfin revenir au concret, aux pratiques, à l'intérêt commun. Il faut revenir à Jean Monnet. Bravo en tout cas, Umberto, parce que c'était une démonstration très brillante, à mon avis, de ce qu'il faudrait faire. Et moi, je suis prêt à suivre avec les deux mains, les deux jambes, les deux pieds, ce que tu nous as dit. Merci. Merci Henri pour les beaux compliments. Je crois qu'on partage tous. Je propose, Umberto, si tu es d'accord, qu'on donne la parole à Miguel. Il avait Bruno d'abord, je crois. Oui, vous m'écoutez? Moi, je ne t'entends pas, Miguel. Mais... attends. Un instant. Bon, oui, Miguel. vous m'écoutez? Voilà, c'est bon, là, c'est parfait. Merci. Oui.
Non, je sais que Bruno, il avait demandé la parole d'abord. Je ne sais pas s'il... Non, je crois pas, non. Non, j'ai Si, pas non. vu de petite main. Ah non, c'est Si, juste si, Henri. mais il lève le doigt, il lève le doigt. D'accord, il a fait de façon traditionnelle. Bon, d'accord, Voilà. alors je vais très rapide quand même. C'est surtout pour poser une petite question parce que bon, je suis très d'accord avec ça qui Umberto a exposé et je vous le remercie beaucoup et il était remarquable comme toujours. Et aussi très d'accord, alors je ne peux pas penser autrement avec tout ça qui était souligné par Henri Malos. Mais quand même, ça me pose une petite question. Je ne vais pas être l'avocat du diable quand même, mais par rapport à la citoyenneté européenne, par rapport au sentiment européen, parce que d'abord, tu as dit au début que tu peux être un peu scepticisme par rapport à la situation actuelle au niveau mondial. C'est vrai qu'on a beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Bon, on a la guerre en Ukraine qui est toujours là, on ne sait pas combien de temps va durer. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, il y avait un grand défi lancé même pour Poutine pour dire on va faire un duello ici comme dans l'Ouest pour voir quel est le missile le plus rapide entre les Européens, les États-Unis et c'est là qu'il y a la Russie. Alors on est dans cette situation très critique au niveau paix qui est le but principal de l'Union européenne, et aussi avec tous les défis qu'on a dans le Moyen-Orient, avec une guerre qui s'élargit, avec une situation très instable. Tu as parlé aussi de Trump comme un grand défi. Bon, moi, j'ai l'espoir que finalement le système américain va faire bien marcher les choses parce qu'on avait déjà la même situation il y a 8 années. Le monde existe toujours, heureusement. Alors, il y a les systèmes qui marchent. Mais tu as mis l'accent sur les coopérations, disons, comme on parlait avant, aux double vitesse, disons, dont il y a les pays qui peuvent collaborer pour faire marcher les choses. Et moi, je suis très d'accord avec ça. Mais ça me pose une grande question par rapport à la crédibilité de l'Union européenne, parce que si on commence à travailler ou à faire les accords au niveau bilatéral, on perd un peu ça qui pour moi est essentiel aussi, que c'est le multilatéralisme. Et la façon de donner une réponse ensemble. Parce que si on commence à travailler, c'est la méthode maintenant de travailler pas à pas, mais pour moi, ce n'est pas de travailler divisé. On peut travailler pas à pas, sujet par sujet, mais pas d'une façon que chaque pays travaille à sa façon. Parce que là, il y aura les priorités pour les Italiens, ils auront les priorités, les Espagnols les priorités. Et on sait toujours qu'il y a les différents ministères des Affaires étrangères, il y a les différentes voies en Europe, mais ça, c'est une des grandes faiblesses de l'Europe. Et pour moi, qu'il y a toujours trop de voies. Et si on continue à essayer d'avancer dans les problèmes d'une façon individuelle, c'est peut-être vrai qu'on va faire marcher quelque chose, mais le panorama général et le pouvoir général de l'Europe va, à mon avis, s'affaiblir. Et je voudrais savoir quelle est ton opinion là, parce que pour moi, c'est un peu contradictoire. Et je pense plutôt à une méthode monnaie dans laquelle on marche pas à pas. On essaie de résoudre les problèmes quand ils sont là, ou même les avancées, mais ensemble, pas divisés, parce que ça peut créer encore plus de division et faiblir l'Europe. Et ça peut être le début de la fin de l'Europe. Voilà, donc ça, c'était un point de vue également très intéressant de Miguel. Donc, Umberto, je pense que là, tu peux réagir. On ne t'écoute pas, Umberto. Le micro. J'ai noté, Bruno, hein, vous êtes trois à vouloir intervenir après. Non, on n'écoute plus. Avant, Ouais. avec les téléphones, peut-être ça marchait, mais je ne sais pas pourquoi. Ça m'arrive parfois quand je suis sur l'Internet qu'il faut aller vers les options et choisir le bon micro. Parce que parfois, quand on change de réunion, le système change les micros. Alors, tu dois aller dans les 3 petits points qui sont là-haut
à côté des carrés de bout. Et là, dans configuration, tu peux peut-être toucher sur les micros ou avec les boutons droits sur les micros. Et comme ça, tu vas pouvoir choisir les micros d'entrée pour les sons. Non, Non. on ne vous écoute pas. Écoutez, ce que je propose, alors Bruno, je ne sais pas quand est-ce que tu as levé la main, parce que je sais qu'il y avait André aussi qui avait mis une petite main il y a longtemps, donc peut-être l'un d'entre vous peut déjà intervenir et après il y aura Christophe. Hein? Oui, Umberto. Alors moi je t'entends à mon téléphone, mais sur l'écran, non. Tu veux? Alors attends. Il va falloir faire une conférence. Et là, vous m'entendez là? Oui? Il va falloir faire une conférence sur l'utilisation du logiciel. On t'attend, Vas-y. on t'entend, Bruno. Là, vous m'entendez, non? Attends, Oui, quand Bruno. il parle avec mon téléphone, peut-être que vous entendez. Non. Mon microphone marche normalement. Il m'a dit qu'il fonctionne. Vas-y, Umberto, pour voir. Vas-y, Bruno, D'accord. vas-y. Oui, moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que on vit une époque assez triste sur le plan européen par rapport à d'autres qu'on a connus, hein, qui est quand même marquée par des renoncements, par des reculs, par des contre-performances qui ont été bien analysées, notamment par le rapport Draghi, et par un manque d'idées, de stratégies réelles pour avancer. Je crois que le programme d'Ursula von der Leyen n'a pas vraiment convaincu, hein. Et donc, bon, alors on peut avoir le pessimisme de la situation et garder l'optimisme de la foi. Mais moi, je voudrais revenir sur deux choses que que Monnet et Schuman, Monnet surtout, avaient bien rappelé, c'est que rien n'est possible sans les hommes et rien n'est durable sans les institutions. Et si on regarde ça, on voit qu'actuellement, hélas, on est très faible des deux côtés. Parce que les hommes, non. Aujourd'hui, en 2024, on n'a pas les leaders qui pourraient s'imposer sur le plan européen, qui auraient la vision, la volonté, le charisme au niveau européen. On les a eus par le passé, mais on ne les a plus maintenant. Et ça, c'est assez dramatique, je dois le dire. Et deuxième chose, c'est les institutions. Et nos institutions, on voit bien qu'elles sont complètement... Oui. J'entends Bruno, il dit des choses intéressantes. Nos institutions, merci professeur, nos institutions, elles sont complètement décalées par rapport aux besoins. On voit bien qu'avec le budget qu'on a, avec les institutions qu'on a, avec l'unanimité dans des domaines aussi importants que la défense ou la fiscalité, on n'arrivera à rien. Ça, il faut le dire. Mais je crois que ça serait déjà quelque chose de le dire. Alors, moi, je proposerais dans la situation actuelle, je crois qu'il ne faut pas repartir dans des bavardages qui n'avancent pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, quitte à envoyer des bouteilles à la mer, à condition que les messages à l'intérieur soient bons. Et je pense que si on n'a pas les hommes ou les femmes dont on a besoin, rien ne nous interdit d'établir le cahier des charges que l'on souhaite. Quel type d'homme, quel type de femme on voudrait maintenant? Ça, il faudrait le faire. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Peut-être que quelqu'un finira par se reconnaître ou à s'y voir un destin. Et deuxièmement, en ce qui concerne les institutions, c'est la même chose. Disons carrément ce qui ne fonctionne pas et ce qui doit être vite réformé parce que sinon, tout le monde perdra. Alors, Monnet avait bien dit que c'est la crise qui nous oblige à nous renforcer ensemble. Ça, il faut le rappeler.
Et je dirais que la raison de notre foi dans cette situation, qui est une mauvaise situation, par rapport aux Chinois, par rapport à l'Américain, par rapport à tous ceux qui nous surveillent actuellement et qui nous menacent, y compris le nouveau bloc des BRICS, il faut, je crois, montrer un chemin, dire que rien n'est perdu, à condition qu'on ait les hommes et les institutions. Et actuellement, on n'a pas les hommes et les institutions sont, hélas, inadaptées. Donc, moi, je propose de lancer cette bouteille à la mer, à condition de mettre dans cette bouteille les bons contenus, les bons messages. Et vous savez, les bouteilles à la mer, parfois, elles aboutissent à tomber dans de bonnes mains. Voilà. Absolument. Merci. Et encore merci, professeur, pour Merci Bruno. On va le voir très si bon, Umberto peut très bon répondre. témoignage. Mais d'abord, ce que je veux... Vous m'entendez maintenant? Très Oui, bien, oui. Umberto. Oui, Très très bien. Mais vous m'entendez avec le téléphone ou c'est... Non, comme ça. C'est bon. On ne sait pas, mais on vous attend. OK. Alors, d'abord, je voudrais dire que je suis d'accord de certaines de vos observations. Mais il faut aussi très réaliste. On n'a pas des politiciens en Europe maintenant qui ont la capacité de trouver des solutions. On n'a pas des pays membres, on est 27, qui partagent les mêmes idées. Alors moi, je trouve qu'on a des possibilités d'avancer, même si on ne peut pas être tous ensemble. Je crois que les pays fondateurs de l'Union européenne, au commencement s'appelait les communautés économiques européennes, c'est de faire voir aux autres membres qu'il faut rester ensemble pour essayer d'avoir un chemin, comme vous avez dit, un chemin qui peut être conduit par les autres pays. Par exemple, je vous donne un exemple. On a besoin d'une défense européenne. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, avec les 27, on peut avancer dans ce domaine en ayant un projet commun? Non, je ne le crois pas. Mais je crois que la présence d'un pays comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, peut-être l'Espagne, mais surtout l'Angleterre, ce serait de faire un commencement dans un domaine de défense européenne. On ne peut pas laisser dehors l'Angleterre du problème de la défense européenne, comme on ne peut pas laisser les États-Unis. Donc, il faut faire avancer une proposition pour une défense européenne avec les pays qui sont maintenant en train d'avoir des projets de collaboration industrielle dans ce secteur. On ne peut pas vaincre une capacité de défense si on n'a pas des exemples dans lesquels on peut marcher ensemble. L'exemple que je vous ai donné à propos du projet anglais, japonais et italien, c'est un bon exemple. Mais aussi la France avec l'Allemagne, c'est un bon exemple. Et bien, je crois qu'il faudrait multiplier ces exemples. On a besoin de grandes entreprises. On a besoin de partager les mêmes idées. Je ne crois pas que si on jette, comme vous avez dit, Bruno, des bouteilles avec des billets dedans, on va sauver l'Europe. L'Europe va souffrir parce que maintenant, Trump, avec sa politique de grandeur américaine, il va nous faire souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire s'il y a des problèmes dans le commerce international? Qu'est-ce qu'on va faire si Poutine va vaincre la bataille en Ukraine? Et c'est possible, c'est vraiment très possible, non? Alors, je crois que l'Europe, est-ce que l'Europe est connue, a intervenu dans les problèmes d'Israël et de la Palestine? Non. Est-ce que l'Europe était dans les groupes de pays qui se sont rencontrés pour trouver une solution? Non. Alors, où est l'Europe? Elle n'est pas là. Alors, il faudrait commencer à réfléchir sur quels sont les chemins qu'on peut parcourir ensemble, même si on n'est pas le 27. Aujourd'hui, c'est très important que les pays fondateurs donnent l'impression qu'il faut recommencer à
étudier des réponses communes. Et je crois que ça, c'est pas facile. Mais si on commence dans deux domaines, je vous donne un exemple, puis je termine. Moi, je suis un économiste. En Italie, on a des problèmes de financement pour les entreprises de petites et moyennes entreprises, parce qu'ils n'ont pas de l'accès à les crédits bancaires. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, j'ai besoin de cet argent, mais je suis une grande dette. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut trouver ensemble des solutions? Bon, la réponse est oui. Parce qu'en Italie, comme en France, comme dans les autres pays en Europe, l'argent existe, le saving existe. Donc, il faudrait trouver des titres, des obligations qui peuvent être achetées par ceux qui ont le ménage l'argent, les intermédiaires financiers, les banques, l'assurance et tout ça, pour créer des titres qui peuvent être achetés par les institutions et les intermédiaires financiers et donner cet argent pour des projets financiers dans le secteur de l'industrie. On a des réponses, surtout dans le secteur de technologie, mais l'Europe n'existe pas dans ce. Donc, il faudrait commencer à travailler. Je n'ai pas une solution, mais je ne voudrais pas que la solution qui arrive maintenant soit une solution qui est décidée pas par l'Europe, pas par les Américaines ou peut-être les autres pays, ou la Russie ou la Chine. Non, l'Europe doit tourner à avoir un poids dans le monde. Mais maintenant, elle n'a pas les personnes capables de le faire. Alors, c'est à nous. C'est à ceux qui ont étudié, qui ont vécu l'intégration européenne, à trouver une solution. Et pour moi, la solution de commencer, même si on n'est pas 27. Et les 27, excusez-moi, je donne cet exemple, les cas d'Orban, qui a laissé les conseils des ministres, les conseils européens, pour laisser passer une résolution, c'est terrible. C'est pas une chose qu'on peut accepter. Non, l'Europe doit retourner à avoir une force qui est donnée par ses valeurs et ses institutions, les progrès qu'il a réalisés dans toutes ces années. Peut-être que je suis un peu folle, mais je crois qu'on a les réseaux, la capacité, l'intelligence pour des solutions alternatives à ceux qui sont en train d'être discutés en Europe. Voilà. Parfait, merci. Cher André Saphir, à toi, et après, ce sera notre ami Christophe Kolmünzer. Oui, bon, mais Umberto, comme tu sais, on a suffisamment parlé de cette question pour te dire à quel point je suis d'accord avec toi sur l'idée de chercher des coopérations un peu à géométrie variable. Ouais. Les remarques que j'aurais à faire, moi, c'est deux choses. C'est que il y a quand même, et ça répond peut-être aux préoccupations de Miguel, à chaque fois quand on raisonne sur ce qu'on devrait faire en Europe, on voudrait que l'Europe devienne un seul pays complètement homogène. Donc, on veut la même politique sociale, la même politique fiscale, la même politique monétaire, les mêmes budgets, etc. Bon, premièrement, ça me paraît inaccessible. Et en plus, ça me paraît être un blocage, un frein à l'avancée de l'Europe. Parce que si on est trop ambitieux et irréaliste par rapport à nos ambitions, évidemment, l'Europe bloque. Donc, je pense qu'il faut mettre ensemble, je suis d'accord avec Miguel sur ce point, mettre ensemble ce qui est essentiel, ce qui nous paraît essentiel, et laisser la géométrie variable à ce qui l'est moins. Bon. La question est ensuite un dosage, c'est un débat qui va changer dans le temps, mais c'est comme ça qu'il faudrait l'inscrire. Je reviens sur la notion de fiscalité à titre d'exemple, parce que ça fait des mois que j'entends en France parler du fait que tous les États européens devraient avoir la même fiscalité. Je rappelle que les États-Unis, les États américains n'ont pas la même fiscalité et que ça n'empêche pas les États-Unis d'avoir la force et la puissance qu'elle a. Donc, je ne veux pas ouvrir le débat sur la fiscalité parce que ça nous entraînerait trop loin. Mais ce que je veux dire, c'est qui trop embrasse mal étreint. Ma deuxième remarque, elle porte alors là sur les exemples que tu as donnés de coopération en disant mais il faut aller chercher des coopérations avec éventuellement d'autres pays que les pays européens.
Tu as cité Mitsubishi. Et là, moi, j'ai un problème. Parce que il faut, pour se mettre ensemble et se battre ensemble, il faut une congruence des objectifs. Il faut qu'on cherche tous la même chose. Alors déjà, on a du mal à ce que les Européens cherchent à faire des choses ensemble, qui cherchent les mêmes objectifs. Je parlerai du plan militaire. Mais si on commence à mettre un acteur qui est extérieur à l'Europe, toutes les conneries deviennent possibles. Tu vois, imagine, tu veux faire les trucs avec l'Angleterre, je suis d'accord avec toi, c'est emmerdant, l'Angleterre fait partie de l'Europe. Mais imagine que l'Amérique est face à un lobby sur l'Angleterre, comme elle l'a fait déjà en matière de défense, et on ne peut plus rien faire. Donc, il faudrait que les Européens aient déjà une liaison entre eux pour aller chercher des partenaires à l'extérieur de l'Europe. Si on veut, pardonnez-moi, si on veut les mettre à parité, ça ne marche pas. On ne peut pas faire l'industrie automobile européenne en mettant Nissan dans le groupe. Tu as vu ce qui s'est passé avec Renault. Donc, il faut d'abord que les Européens fassent ensemble avant d'aller chercher des partenaires à l'extérieur. Ça, c'est mon sentiment. Excusez-moi, j'ai un problème de rhume. Je vais m'arrêter là. Bon, mais tu pourras reprendre éventuellement. Merci à toi. Attends, on va passer, si tu es d'accord, la parole à Christophe. Très rapidement, merci. Merci pour cet enthousiasme désespéré, quelque part. Moi, je voulais dire que citer Jean Monnet en premier, qui disait « Nous coalisons pas les États, mais nous unissons les hommes ». Je suis désolé, mais pour moi, ça reste la priorité, à savoir que les problèmes que vous soulevez, pour moi, c'est un problème politique, ce n'est pas un problème économique. Et pourquoi c'est un problème économique? Puisque l'Europe n'existe pas, soyons sérieux, dans le discours politique national. Si vous prenez la France, c'est un sujet secondaire, c'est un sujet même n'existant pas dans les débats, dans nos élections. Et c'est le cas dans plusieurs pays européens, ce qui conduit à une situation où nous sommes tous conscients, et moi les premiers, des apports de l'Europe, mais dans les populations, c'est inaudible. Et ça, c'est les lieux de progression des populismes qui sont, pour moi, les dangers principaux pour l'Europe pour avancer. Parce que les politiques, pour réaliser ces grands projets transnationaux, ils sont obligés de tenir compte des opinions nationales. Comment voulez-vous qu'ils prennent des décisions qui engagent beaucoup d'argent si nous sommes confrontés dans plusieurs pays européens et même dans les principaux pays européens aujourd'hui, en Allemagne et en France, à des crises de gouvernance nationale. Donc, ce que je voudrais vous demander, monsieur le professeur Ray, c'est comment on transforme cette idée économique, disons économique, oui, en décision politique dans ces contextes-là. Et nous avons, moi j'ai un petit problème, c'est pas avec la méthode Jean Monnet, mais j'ai un problème avec l'idée que le développement économique automatiquement produit une adhésion politique. On a constaté que ce n'est pas le cas. Donc il faut qu'on comprenne comment faire en sorte que les exemples économiques permettent d'avoir l'adhésion des citoyens. Sans ça, sur le long terme, il y aura des élections, changement de gouvernement et on patine parce que les majorités changent sans arrêt. Donc, pour inscrire l'Europe dans la continuité, pour moi, il faut un soutien politique des populations. Et ça, aujourd'hui, c'est en régression. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Merci. Merci Christophe. À toi, Umberto. D'abord, je crois que les idées que vous avez faites, qui sont nées maintenant, ce sont trop grandes pour avoir une réponse. Je peux seulement dire que la situation dans laquelle on vit nous donne l'idée qu'on n'a pas des ressources pour faire face aux problèmes
qui sont sur les champs, à terre. Donc, je crois qu'il y a une chose dans laquelle il faudrait réfléchir. Et ce n'est pas l'économie, c'est la géopolitique. C'est-à-dire qu'une fois, on avait une économie qui peut être poussée pour avancer et pour avoir sa place pour le développement. Et il a réussi quand même. Mais aujourd'hui, les problèmes que l'Europe a eus n'étaient pas économiques. C'était un problème géopolitique. C'était une invasion qui a été faite par un fou qui a commencé une guerre que c'est impossible. Mais en même temps, les guerres sont apparues dans la Méditerranée. Et maintenant, comment on peut arrêter toutes ces choses? Alors, la géopolitique aujourd'hui influence plus que l'économie. Alors, la réponse ne peut pas être seulement économique. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit André et ce qu'a dit Christophe. Mais je crois qu'il faut commencer à réfléchir qu'une idée, n'importe quelle, une idée qui est amenée par des pays européens qui sont convaincus. Je voudrais encore une fois parler de la défense, qui pour moi c'est très important, parce que Trump dira souvent vous devez dépenser de la monnaie pour vous défendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter 27 armées, 27 véhicules militaires différents. Mais c'est ridicule de penser tout ça. La seule chose de dire à ceux qui ont les mêmes idées, écoute, pour commencer à parler de défense, il faut mettre ensemble l'argent que nous payons pour les importations et en même temps qu'on reçoit par les exportations et voir qu'est-ce que est le poids de chaque pays dans ce secteur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une défense commune? Mais ça c'est une décision politique qui a des conséquences économiques formidables. Il faut se mettre dans la table et commencer à réfléchir avec les pays qui ont les mêmes idées. Mais il n'y a pas d'autre façon, parce que je ne vois pas que les 27 qui ont des positions politiques très différentes, même envers Poutine, il arrive à décider d'avoir une armée commune, une défense. On en parlait de 5000 soldats. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, l'Europe n'a pas une défense. Il faut la bâtir. Mais on ne peut pas commencer avec tous les 27. Peut-être on peut commencer dans les 5, 6, 7, je ne sais pas. Mais il faut trouver des solutions. Autrement, l'Europe va continuellement être dehors des tables très importantes. L'Europe n'est pas dans la Méditerranée. L'Europe n'est pas à Gaza. L'Europe n'est pas en Libanon. Et alors, je crois que ça, c'est une erreur qu'on va payer très lourdement dans les prochaines années. Et Trump sera là en disant vous devez dépenser de l'argent pour vous défendre. Et donc, il faut avoir une réponse. On ne peut pas rester comme ça. Et alors, il faut commencer à réfléchir sur quel est le chemin qu'on peut partager ensemble. Ce n'est pas un grand chemin, ce n'est pas un chemin pour les 27. Bon, mais si le chemin est, comment on peut dire, est construit sur des valeurs communes, la paix, la liberté, ce qu'on a bâti dans ces 70 ans en Europe, eh bien, si Orban n'est pas convaincu, tant pis pour lui. Je ne crois pas qu'on peut rester ensemble avec quelqu'un qui a des idées totalement différentes de ce qu'on a. Moi, j'ai 78 ans. Je suis né avec la République italienne. Je suis né avec l'Europe unie. Je voudrais rester dans l'Europe unie. Mais en même temps, je commence à penser que les solutions que nous avons élaborées dans ces dernières années ne sont pas suffisantes. Il faut faire quelque chose de plus. Moi, je n'ai pas d'autre idée. Il faut partager cette idée. Je trouve que ce serait très intéressant que l'association Jean Monnet puisse organiser une conférence ou sur un séminaire dans lequel on peut tout parler ensemble pour trouver une solution. Peut-être une petite solution, des petites bouteilles, comme disait Bruno. Peut-être, je ne sais pas. Mais il faut commencer à parler avec tout le monde, pas seulement entre nous. Parce qu'il faut quand même que les gens connaissent exactement ce qui va arriver dans les prochaines années. Et donc,
la conférence, les séminaires, parler avec les personnes, c'est une chose très importante parce que ce qu'on entend, ce qu'on lit dans les médias, dans les journaux, quelquefois, je trouve que c'est tout à fait loin de la réalité. Tout à fait loin de la réalité. Voilà. Merci Umberto. Je vois que c'est riche le débat, il y a beaucoup de choses sur la table, il y a beaucoup de pistes qui sont esquissées. Je propose qu'on termine avec les deux dernières questions de Daniel et après de Miguel. Daniel, à toi. Oui, alors je veux revenir sur Jean Monnet, parce que son livre Mémoire, je l'ai lu 2 fois il y a fort longtemps, mais j'ai surtout compris qu'il déclamait toujours la force des idées simples. Ce n'est pas des tonnes de blabla dans tous les sens, ce sont des idées simples. Ensuite, de mémoire, parce que je risque de confondre avec un de mes meilleurs amis qui a vécu 3 ans en Chine, ou peut-être que Monnet était à 4 ans, je ne me souviens plus, mais il expliquait aussi dans son livre que les Chinois, explique-t-il, ont appris que lorsqu'il y a une réflexion, il faut tout de suite qu'il y ait une action. Ce n'est pas blablabla dans l'air, c'est action après réflexion. Et par rapport à ce qui s'est dit ce soir, si je pense à l'ordre de la défense, en effet, à cause justement de l'OTAN, l'Union européenne est dotée de structures militaires qui sont adaptées à celles des États-Unis, c'est-à-dire que s'il y a des écrous d'une certaine manière pour fabriquer un char, eh bien, ce sont des écrous que toute l'Europe possède pour, au niveau de l'OTAN, pouvoir s'adapter à des remplacements d'écrous, en l'occurrence, venant des États-Unis. Donc, la création d'une Europe militaire, c'est pas chacun aurait son écrou à sa façon, ça peut être rapide. Alors maintenant, je reviens à ce que j'ai dit avant, moi ce qui me paraîtrait intéressant pour revenir sur l'association Jean Monnet, ce serait peut-être, alors peut-être une petite insertion avant, ce serait peut-être qu'il y ait justement ces, un petit peu comme les orgues de Staline, il faut donner des coups, puis des coups, puis des coups. Mayer Rothschild a fondé son immense dynastie financière tout simplement en allant, en revenant, toujours la force des idées simples, disait Monnet, chercher, notamment chez Guillaume de Prusse, chercher des gens qui pourraient s'intéresser à ce qu'il proposait. Eh bien, en effet, si l'association Jean Monnet proposait quelques 3, 4, 5 idées simples, que nous validerions tous, bien évidemment, et que ce soit envoyé, j'insiste, de façon forte, insistante, régulièrement, peut-être tous les mois, à quelques organismes. On a parlé de Madame von Heyden, mais il y a beaucoup d'autres gens, von der Heyden, pardon, mais en allant vers des institutions qui recevraient sans cesse, tous les mois, l'association Jean Monnet vous propose ça, peut-être, c'est mon idée, simplement, modestement, qu'il y aurait, au bout d'un moment, des gens se disant « mais c'est peut-être une bonne idée ». Je me permets, si tu veux bien, Umberto, de réagir suite à ce qu'a dit Daniel Philippe. Ce qui est intéressant par rapport à ce qui est proposé là, c'est que, comme vous le savez, on essaie de lancer avec des partenaires de premier plan un 3e comité d'action pour les États-Unis d'Europe. Et l'objectif, c'est bien d'agir dans ce sens-là. Et on travaille en liaison avec des parlementaires européens, le Mouvement européen international, l'Union européenne des fédéralistes, l'Institut Spinelli et d'autres instituts universitaires. Et cette force de phrase commune est en train d'être mise en relation, y compris avec l'ancien secrétaire général du Parlement européen. Et c'est ce type d'action qui, me semble-t-il, pourrait déboucher, comme l'espérait tout à l'heure Bruno, sur ces fameuses bouteilles lancées à la mer. Mais là elles iraient dans le bon sens. Voilà, donc je ne veux pas trop anticiper, mais on a un début de réponse. Et vraiment, cette initiative est récente. Il y a encore une réunion il y a quelques jours de formatage d'un texte, y compris par rapport aux parlementaires européens qui ont quand même un rôle important à jouer dans la période. Donc ça c'est mon aspect optimiste. Voilà. Miguel, à toi. Oui, merci beaucoup, Simon. 4 petits détails. Je remercie encore au professeur Umberto Triulci pour ses réactions à mes idées, qui c'était plutôt les doutes que je me pose comme citoyen par rapport aux créances que j'ai, parce que je crois beaucoup aux propositions qu'il a fait, mais peut-être parfois le problème c'est l'explication vers les citoyens. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il faut travailler de cette façon-là aux citoyens, de telle façon qu'ils ne croient pas qu'il y a une dissolution de l'Europe.
Mais bon, quand même, il y a quelques petits détails que je vais, disons, partager avec vous aussi pour avoir un peu d'espoir. Après, surtout avoir écouté Christophe dans les derniers Eurobaromètres sur l'importance de l'Europe. On dit qu'on a, comme on dit, grandi 7 points par rapport au dernier Eurobaromètre qui était publié dans 2023. Ça veut dire qu'on croit, et pour nous, l'Europe, c'est plus important. Maintenant, on était au 76-77% des citoyens qui croient que l'Europe est la solution. Alors, c'est de bonnes nouvelles, et c'est peut-être à cause des grandes crises dans lesquelles on est. Parce que c'est vrai qu'on, comme citoyen, on voit que l'Europe, c'est la solution, qu'on ne peut pas, dans une situation géopolitique comme celui-là qu'on vit maintenant, c'est crise géopolitique, parce que ce n'est pas non plus, c'est pas plus une crise économique. Bon, il y a la crise de l'immigration, bien sûr, mais surtout la crise maintenant, c'est géopolitique au niveau global. Mais on croit vraiment comme citoyens que l'Europe, c'est la solution. Alors, on voit que les citoyens veut avoir des solutions de l'Europe, pas de son propre pays, pas d'une façon, disons, parce qu'on ne peut pas faire face aux grands problèmes d'aujourd'hui si on essaie de les faire tout seul. De l'autre côté, dans le monde maintenant, il y a plus de 50 guerres qui se passent. On connaît ceux qui sont les plus proches à côté de nous, mais le monde est dans sa situation, il est en flammes. Il a été toujours, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans cette situation dans laquelle on commence de nouveau à parler des armes nucléaires, des guerres nucléaires, avec des gens qui ont vraiment les pouvoirs et avec les choses qui se passent trop vite. Ça, c'est peut-être un danger. Et la dernière chose que je voudrais partager avec vous, que c'est en réflexion, c'est qu'on continue à parler beaucoup sur l'existence de l'Europe. Et pour moi, ça me pose vraiment un problème, parce que c'est nous-mêmes et nous qui on est des Européens qui questionnent l'Europe. Et on devrait plutôt questionner les politiques, les sujets, les défis, les crises, mais pas l'Europe, parce qu'on est tous certains que seulement l'Europe et tous ensemble, on peut faire face aux différents problèmes et défis qu'on a. Mais le discours est toujours vers si l'Europe elle est capable de le faire ou non, ou si l'Europe, elle doit exister ou non. On ne se questionne pas si l'Espagne doit exister, si la France doit exister, si l'Allemagne doit exister. Pourquoi à cet étage-là, 70 ou 70 années après que l'Union européenne ait commencé, on continue toujours à se questionner l'Europe comme la solution. On peut dire si l'Europe le fait bien ou mal, comme dans les pays, on peut bien travailler dans l'économie, dans la défense, dans l'immigration, dans la culture. Bon, on peut toujours améliorer les défis ou les sujets concrets. Mais pour moi, un des grands problèmes qu'on a toujours aujourd'hui, c'est qu'on écoute assez qui questionnent l'Europe. Et ça ne devait pas être les débats. Mais toujours le débat est là, au lieu de se centrer sur les vrais problèmes. Maintenant, c'est la défense, c'est clair. On a la guerre dans nos portes, il faut vraiment se préparer pour ça, et il faut être fort pour se préparer pour la défense de l'Europe, pour maintenir la paix. Disons pas pour la guerre, mais pour maintenir la paix. Voyons comment est-ce qu'on le fait. Mais c'est le bout, pour moi, c'est le sujet. C'est pas si l'Europe est capable de le faire ou non. L'Europe doit le faire, voyons si on le fait bien ou non. C'est sur les sujets qu'on doit travailler plutôt que continuer à se questionner l'Europe, parce que c'est toujours le débat pour tout le monde et surtout pour les grands experts. C'est ça qui m'étonne, parce que les citoyens ne se questionnent pas l'Europe. C'est les experts et ceux qui travaillent sur l'Europe qui se questionnent l'Europe. Alors, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose que je vais partager avec vous. Mais oui, écoute, c'est très bien. Et je vois que tu as des échos dans notre salle virtuelle. Est-ce qu'avant de redonner la parole pour Umberto, qui pourra vous répondre et faire une conclusion, puis on pourra reprendre ce débat plus tard, est-ce que Igor, tu voulais dire quelque chose? Avec le son. Et bon, la conclusion que je peux avoir. Attends, juste Umberto, 10 secondes. Igor, est-ce que tu veux dire quelque chose ou pas? Oui.
Oui, je suis très content. Je vous salue tous. Je suis très heureux de revoir surtout tous ces gens qui n'y a pas si longtemps dans la maison de Jean Monnet. Donc, ça me fait plaisir. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on a fait à la fin de cette année. On a travaillé pas mal, en fait, de notre compte. Donc, c'était l'idée de créer, pareil, les groupes de travail chez nous sur la base de l'association internationale, qui est donc actuellement bureau à Kiev, mais il y a beaucoup de membres de tous les pays du monde, donc d'États-Unis, d'Allemagne, d'Italie, de France et d'Angleterre, et encore pas mal de pays voisins, donc de Moldavie, Roumanie et le reste. Donc, on a fait pas mal de travail et je rassemblais tout dans un grand fichier. Donc, tout le boulot était bien fait par nos modérateurs. Et puis, j'espère que ça va attirer, donc, ça va attirer certaines idées, y compris de nos collègues dans les Jean Monnet. Et je vais présenter ça à Philippe. Donc, c'est vrai que nous terminons notre année difficile, surtout en Ukraine, mais toute notre équipe fait tout possible pour trouver certains compromis de ces conflits. Et on travaille également avec des politiques, bon, tout ce qui reste sur les champs pratiquement vides en Ukraine, mais quand même sur notre association et conseillers politiques et avocats, il y a des économistes et nos collègues. C'est vrai que c'est dur et c'est difficile, mais on espère encore que peut-être ce sera la solution pour l'Ukraine, plutôt de ne pas d'être fort-poste, certains fort-postes dans cette guerre, mais en avenir peut-être créer une espèce de pont international, en bon sens, entre les pays, comme on dit aujourd'hui, des grands sud au grand l'est et grands pays et tous les pays occidentaux. Mais il y a beaucoup de questions, surtout la situation politique, elle est hyper difficile. Et là, j'espère bien que quand on travaille ensemble, on va trouver solution. Je reste toujours optimiste comme vous. Merci beaucoup. Merci Igor à toi, et c'est vrai que là où tu es, ben c'est très compliqué et vous n'êtes pas loin du front. Donc merci de nous tenir au courant, y compris des prochains développements. Umberto, c'est à toi de répondre Merci. et de conclure. Oui, non, mais je n'ai pas de conclusion, Philippe. Je crois que Mais si, tu d'abord, sais bien, c'est pour pousser à ta prochaine conférence. non, mais je crois que ces réunions sont très intéressantes et tout le monde a dit quelque chose que pour moi c'est très important. Et je pense que l'association Jean Monnet doit être l'ambassadeur des nouvelles idées. Il faut avoir, comme tu as dit, l'occasion de bavarder avec le Parlement, avec les gens qui travaillent dans les institutions. Il faut porter nos idées. Moi, je suis sûr qu'avec la contribution de tout le monde, on va améliorer les idées. Moi, je n'ai pas de solution. Je pense qu'on peut travailler dans des solutions, mais il faut apporter le soutien de tout le monde. Donc, j'aimerais bien voir, mais écoute, vous vous rappelez, dans les mémoires de Jean Monnet, mais combien de voyages il a fait, avec combien de personnes il a bavardé. Et son métier, c'était de convaincre. Mais il avait toujours raison, il était formidable. Alors, ça, c'est la chose que l'association Jean Monnet devrait faire. Parler avec tout le monde, commencer à discuter et porter les idées de Jean Monnet. La situation est différente aujourd'hui, naturellement, mais quand même, sa passion, voilà. Et pour moi, c'est un exemple qu'il faut suivre. Je pense surtout aux jeunes. C'est très difficile de convaincre à travailler avec nous. Mais je crois que ça, c'est un bout que l'association Jean Monnet peut avoir. Et c'est à nous de passer les messages. C'est à nous d'essayer de donner des expériences et des idées pour renouveler l'Europe. On ne peut pas changer l'Europe trop, mais il faut la renouveler. Et alors, il faut commencer à trouver des liens, des occasions pour parler de notre idée. Et je crois que c'est l'apport de tout qui peut être convenable, peut être nécessaire pour avoir une idée qui peut convaincre les autres. Pas mon idée.
mais c'est le partage de tout le monde avec les idées, la discussion, même la critique. Mais ça, c'est que j'ai appris beaucoup de mémoire de Jean Monnet. Et je l'aimais beaucoup. Donc, c'est ça qu'il faudrait faire. Et j'espère que l'association Jean Monnet peut donner cette idée, porter cette idée dans les autres institutions, dans les amis parlementaires. Il faut avoir l'association Jean Monnet everywhere, si c'est possible, pour discuter. Voilà. Et merci Voilà, pour votre présence ce soir. Merci beaucoup.